Le jour de mon anniversaire, ma mère a laissé un message vocal disant « N'attends pas d'appel, on est occupé à célébrer la vraie famille ». Alors, je me suis connecté au compte joint dont ils avaient oublié que j'avais encore l'accès, j'ai transféré jusqu'au dernier centime, j'ai vendu la voiture de rechange qui était à mon nom, et j'ai laissé un dernier cadeau, un avis d'expulsion avec ma signature en bas de la page. Salut Reddit, compte anonyme évidemment. Je rumine ça depuis un moment, et après ce qui s'est passé le jour de mon anniversaire la semaine dernière, je me suis dit qu'il était temps de tout écrire. Peut-être que ce sera une thérapie, peut-être que ça me permettra de tourner la page, ou peut-être que je veux juste que les gens sachent que je n'ai pas pété les plombs sans raison. J'ai 26 ans, et j'ai grandi dans ce que les gens de l'extérieur appelleraient une famille normale, 2 parents, une sœur cadette, une belle maison en banlieue. Mais derrière les cartes de Noël et les tenues familiales assorties se cachait une hiérarchie claire et douloureuse. Ma sœur, Mélanie, 24 ans, était l'enfant chéri. Moi, j'étais celui qu'il supportait. Quand j'avais que des c'est normal, tu es censé le faire, tu es l'aîné. Quand Mélanie a réussi un seul examen de maths, ballon, gâteau et sortie au restaurant. Quand je suis entré à l'université avec une bourse partielle, on t'aidera avec une partie des frais, mais ne t'attends pas à des cadeaux. Quand Mélanie a abandonné l'école d'infirmière pour se trouver, papa a soudainement co-signé des prêts pour son entreprise de photographie, et maman postait chaque photo de fleurs floues comme si c'était la réincarnation d'Ansel Adams. Je ne suis pas aigri, ou du moins, je ne l'étais pas. Il y a 3 ans, j'ai déménagé et décroché un bon poste en informatique après l'université. J'en ai eu marre de tirer le diable par la queue dans mon minuscule appartement, alors j'ai ravalé ma fierté et je suis retourné vivre temporairement chez mes parents pour économiser en vue d'un acompte pour un appartement. Mes parents étaient ravis de m'avoir à la maison, jusqu'à ce qu'il devienne clair que je n'allais pas être un simple distributeur de billets silencieux. Ils voulaient un loyer, je le payais à temps chaque mois. Les charges, je couvrais Internet et la moitié de l'électricité. Les courses, j'achetais les miennes, et bizarrement, mes restes disparaissaient toujours le lendemain matin. Ils ne demandaient pas où allait mon argent, mais je sentais qu'ils surveillaient. Puis, un jour, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une nouvelle voiture dans l'allée. Pas pour eux. Pour Mélanie. Elle avait besoin de quelque chose de fiable, a dit maman quand j'ai posé la question. D'ailleurs, tu as déjà une voiture. J'ai cligné des yeux. Ouais, parce que je l'ai achetée. J'ai payé cette voiture avec des années de VTC et de travail en freelance après mes heures de bureau. Pendant ce temps, Mélanie vivait maintenant sans payer de loyer dans la maison d'amis, postant des stories Instagram sur la culture du hustle, tout en se réveillant à midi. Pourtant, je n'ai rien dit. J'ai continué mes affaires, économisé, travaillé, gardé la tête basse. Ce qui nous amène à la semaine dernière. Mon anniversaire. Pas un SMS, pas une carte, pas un coup à ma porte. Rien. Je me suis dit qu'ils étaient peut-être occupés, que ça viendrait plus tard. Mais vers 16 heures, mon téléphone a vibré. Message vocal de maman. N'attends pas d'appel aujourd'hui. On est occupé à célébrer la vraie famille. J'espère que tu t'en sortiras un jour. J'ai fixé mon écran pendant 1 minute entière. La vraie famille. Comme si j'étais l'invité qu'ils avaient oublié de mettre à la porte. Je suis resté assis là, en silence, dans la petite chambre pour laquelle je payais, dans une maison dont ils étaient techniquement propriétaires, mais ils avaient oublié un petit détail, le compte joint. Voyez-vous, quand j'étais au lycée, mes parents avaient ouvert un compte courant pour mes études universitaires. Leurs 2 noms y figuraient, mais après ma première année, ils ont cessé de l'utiliser. Je ne l'ai jamais fermé. Eux non plus. C'était devenu une sorte de relique oubliée. Jusqu'à ce que je me connecte. Le solde, 8214,33 $. Apparemment, ils l'utilisaient pour faire transiter de l'argent entre leurs comptes. Manœuvre stupide. À ce moment-là, quelque chose a cédé en moi. Pas de manière bruyante et violente. Juste silencieuse et chirurgicale. J'ai élaboré un plan, et il a commencé par un virement. Je ne suis pas parti en claquant la porte. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas répondu au message vocal. À la place, je me suis connecté au vieux compte joint, en utilisant les mêmes identifiants qu'ils avaient oubliés que j'avais encore. Ils n'étaient même pas cachés, juste là sur mon tableau de bord bancaire, comme une relique que personne n'avait pris la peine d'enterrer. Plus de 8000 $.
de l'argent qu'il déplaçait sans y réfléchir, je suppose. Peut-être pour les dépenses de Mélanie, peut-être une caisse noire que personne ne devait remarquer. J'ai fixé ce chiffre un long moment. Il m'avait toujours dit d'être responsable, de mériter ce que je voulais, d'arrêter de demander des choses. Très bien. J'ai pris ce conseil au pied de la lettre. En moins de 5 minutes, j'ai transféré jusqu'au dernier centime sur mon compte d'épargne personnel. C'était propre, légal et entièrement dans mon droit. Mon nom était toujours sur le compte. Puis je me suis déconnecté, j'ai vidé le cache du navigateur et je suis resté assis dans le silence de ma petite chambre. Leur chambre d'amis, avec un plafonnier bon marché qui clignotait quand la clim se mettait en route. Une semaine plus tôt, j'avais eu la prévoyance de vérifier le titre de propriété de la voiture de rechange garée dans l'allée. Techniquement, elle était à eux, mais la voiture avait été achetée à mon nom pendant ma 2e année d'université, quand le crédit de mon père était mauvais et que le mien était juste assez bon pour être accepté. Ils avaient payé la compte, mais j'avais fait la plupart des paiements pendant les 2 années suivantes. Puis j'ai arrêté, supposant qu'ils la refinanceraient à leur nom. Ils ne l'ont pas fait. Cette voiture était toujours légalement à moi. Le lendemain matin, je l'ai emmenée chez un concessionnaire, j'ai signé l'acte de vente et je suis reparti avec un peu moins de 9 000 $ après la reprise et quelques négociations. J'aurais pu en obtenir plus en la vendant moi-même, mais la rapidité importait plus que le meilleur prix. Cette voiture avait des autocollants Instagram de Mélanie partout à l'arrière. C'était devenu personnel. Je suis rentré vers midi. Personne. La famille était sortie pour le brunch de récupération de l'anniversaire de Mélanie. Parfait. Je suis allé dans ma chambre, j'ai sorti les documents que je gardais depuis des mois, ceux que je ne voulais utiliser qu'en cas d'absolue nécessité. Un avis d'expulsion formel. En tant que copropriétaire légal de la maison. Oui, c'est une autre chose qu'ils avaient oubliée. Quand ils m'avaient ajouté sur l'acte de propriété il y a 5 ans pour obtenir un meilleur taux de refinancement, j'avais juste assez de pouvoir pour lancer la procédure. Ma moitié, mon droit. J'ai rempli le formulaire, déposé la version numérique, imprimé une copie physique, et je suis allé jusqu'au comptoir de la cuisine, celui que maman gardait toujours impeccable pour son vin, et les clés de Mélanie et je les laissais en plein milieu. Pas de mots, pas d'explication. Juste l'entête en gras, avide et quitter les lieux. Il était temps qu'il célèbre enfin quelqu'un qui avait mérité sa place. Moi. Ils sont rentrés vers 15 heures. J'étais dans ma chambre, porte fermée, sac à dos à mes côtés, vêtements soigneusement pliés dans un sac de sport. Je n'allais pas attendre les retombées. Je ne voulais pas être témoin de la rage, seulement des conséquences. Au début, c'était calme. Juste le bruit des talons sur le carrelage, la porte du frigo qui s'ouvre, quelqu'un qui se plaint du lait d'avoine. Puis le silence s'est rompu. La voix de ma mère a fendu le silence comme un coup de fouet, un cri aigu, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» suivi du bruit d'un papier claquant contre le comptoir. Puis le silence, lourd et chargé. Quelques secondes plus tard, des pas précipités dans le couloir. Ma porte s'est ouverte violemment avant même que je puisse me lever. Elle n'a pas frappé. Ses yeux étaient fous. Pas confus, mais furieux. Mon père la suivait, plus prudent, moins explosif, mais certainement pas neutre. Elle m'a demandé si c'était une sorte de blague, si je pensais que ça me ferait me sentir important. Je n'ai pas répondu. Mon père a demandé si j'avais perdu la tête, si je pensais vraiment en avoir le droit. Je lui ai dit que je n'avais rien perdu. J'avais simplement repris ce qui était à moi. Le compte, la voiture, la maison. Chaque chose qu'ils avaient utilisée, empruntée ou abusée qui était liée à mon nom. J'avais simplement collecté mes biens. Sans intérêt, sans vengeance. Juste la propriété. Ma mère continuait de parler, la voix stridente, les yeux écarquillés comme si je l'avais trahi. Elle m'a traité d'ingrat, a dit que j'étais, comme ton oncle David, ce qui, je suppose, est son code pour désigner quiconque cesse de financer le cirque. Puis elle a dit cette phrase. Si ce n'était pas pour nous, tu n'aurais rien. J'ai souri. Non pas d'un air suffisant, mais simplement, doucement. Puis j'ai pris mes sacs, je suis passé à côté d'elle et je suis sorti par la porte d'entrée sans un seul mot. Ils n'ont pas suivi. Mais les appels ont commencé 1 heure plus tard. D'abord mon père, direct sur la messagerie. Puis maman, encore et encore. À la fin de la soirée, j'avais 18 appels manqués,
5 messages vocaux et un SMS de Mélanie qui disait « Bien joué. Tu le regretteras ». Elle n'en avait aucune idée. Car à ce moment-là, j'étais assis dans mon nouvel appartement, payé en totalité, papier finalisé 3 jours plus tôt. J'attendais juste le bon moment pour partir. Mon propre chez moi. Personne d'autre sur le bail, pas de mur mitoyen, pas de chambre partagée, pas de compte partagé. J'ai ouvert une bière, éteint mon téléphone et j'ai souri. Enfin libre. On dit que le silence est plus éloquent que les mots. Je ne l'ai jamais compris jusqu'à ce que j'arrête de répondre. 3 semaines ont passé. Pas un seul SMS de ma part en retour, pas un appel. J'ai laissé chaque message vocal non écouté, chaque conversation de groupe archivée. Je ne les ai pas bloqués. Ça aurait été trop facile. Je voulais qu'ils voient le message, délivré, lu, ignoré. Mélanie a essayé la première. Elle a posté des stories Instagram énigmatiques sur « les serpents dans la famille » et « certaines personnes ne grandissent jamais ». L'une d'elles montrait une photo floue d'un avis d'expulsion froissé par terre. Je regardais, calme et détaché, en sirotant un café dans une vraie tasse, dans un endroit où mon nom était le seul sur l'acte de propriété. Puis les lettres sont arrivées. Une enveloppe avec l'écriture de mon père est arrivée à ma nouvelle adresse. Ils ont dû trouver l'adresse via une vieille connexion à un service public ou un contact commun. Ce n'étaient pas des excuses. Pas vraiment. C'était une demande. Ils voulaient du temps pour discuter, disaient qu'ils étaient prêts à être civilisés, si je l'étais. Ils affirmaient que l'expulsion était inutile, que Mélanie était juste stressée, et demandaient si nous pouvions tous nous asseoir, en famille, à nouveau. Mais voilà le truc. Je n'ai jamais cessé de vouloir une famille. J'ai juste cessé de les vouloir, eux. Ils ne voulaient pas discuter quand je faisais la vaisselle le jour de mon anniversaire, ou quand ils versaient du champagne pour la dernière réussite de Mélanie. L'équité ne les intéressait pas quand je faisais des doubles journées pour payer les factures de la maison pendant qu'ils achetaient un nouveau salon de jardin. Ils n'ont jamais pensé à la vraie famille quand ils ont clairement fait savoir que j'étais juste le supplément, le corps qui payait, se taisait et ne devait pas s'attendre à être célébré. On dit que le silence est plus éloquent que les mots. Je ne l'ai jamais compris jusqu'à ce que j'arrête de répondre. 3 semaines ont passé. Pas un seul SMS de ma part en retour, pas un appel. J'ai laissé chaque message vocal non écouté, chaque conversation de groupe archivée. Je ne les ai pas bloqués. Ça aurait été trop facile. Je voulais qu'ils voient le message, délivré, lu, ignoré. Mélanie a essayé la première. Elle a posté des stories Instagram énigmatiques sur « les serpents dans la famille » et « certaines personnes ne grandissent jamais ». L'une d'elles montrait une photo floue d'un avis d'expulsion froissé par terre. Je regardais, calme et détaché, en sirotant un café dans une vraie tasse, dans un endroit où mon nom était le seul sur l'acte de propriété. Puis les lettres sont arrivées. Une enveloppe avec l'écriture de mon père est arrivée à ma nouvelle adresse. Ils ont dû trouver l'adresse via une vieille connexion à un service public ou un contact commun. Ce n'étaient pas des excuses. Pas vraiment. C'était une demande. Ils voulaient du temps pour discuter, disaient qu'ils étaient prêts à être civilisés, si je l'étais. Ils affirmaient que l'expulsion était inutile, que Mélanie était juste stressée, et demandaient si nous pouvions tous nous asseoir, en famille, à nouveau. Mais voilà le truc. Je n'ai jamais cessé de vouloir une famille. J'ai juste cessé de les vouloir, eux. Ils ne voulaient pas discuter quand je faisais la vaisselle le jour de mon anniversaire, ou quand ils versaient du champagne pour la dernière réussite de Mélanie. L'équité ne les intéressait pas quand je faisais des doubles journées pour payer les factures de la maison pendant qu'ils achetaient un nouveau salon de jardin. Ils n'ont jamais pensé à la vraie famille quand ils ont clairement fait savoir que j'étais juste le supplément, le corps qui payait, se taisait et ne devait pas s'attendre à être célébré.